Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi 3 septembre. Toute l'actualité près de chez vous, invités, décryptage, reportage, les sports, votre météo à venir et la rentrée qui se prépare en principauté avec le dernier rush pour être prêt le jour J, lundi prochain. Le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, Jean-Philippe Vinci, nous rejoindra dans un instant sur le plateau de Monaco Info pour nous présenter cette toute nouvelle saison. Autre rentrée, celle de l'Institut de formation aux professions judiciaires. Son directeur scientifique Yves Strickler nous dévoilera le programme d'études 2025 qui a débuté hier. Tout au long de cette journée, plusieurs cérémonies ont eu lieu en principauté. Rendez-vous, hommages, recueillements pour ne jamais oublier. Une cérémonie du souvenir s'est notamment déroulée au cimetière de Monaco cet après-midi à l'occasion des commémorations de la libération de la principauté le 3 septembre 1944, avec un dépôt de gerbes en présence de nombreuses personnalités, et puis des célébrations également dans la matinée. Voici le reportage de Fabien Bonilla sur des images d'Arnaud Habert. 12 véhicules militaires d'époque arrivent en cortège ce mercredi matin devant la Maison de France, rue Grimaldi. À l'intérieur des jeeps, hommes, femmes, enfants sont habillés en tenue militaire et sont accueillis par les autorités françaises et monégasques au sein de la Maison de France, en hommage aux morts des deux pays, unis à l'époque par la souffrance de cette période terrible. Direction le Rocher, où ce défilé militaire d'époque s'est déplacé vers le Conseil national, où là aussi les autorités de la principauté ont rendu un hommage à René Borghini, secrétaire de la présidence du Conseil national, et Esther Poggio, tous deux résistants et fusillés le 15 août 1944, un peu plus de 2 semaines avant la libération. Après cet hommage, c'est la fête, avec de la musique, des chants et des danses, probablement comme cela a dû se produire il y a pile 81 ans. C'est important parce que c'est une célébration de libération de Monaco par les Américains pendant la Deuxième Guerre. Donc on est 5 Américains, on est habillés dans l'uniforme de soldats américains, dans les jeeps. C'est une chose de fierté pour nous. Ça nous apporte de la joie, tout. En plus, on honore nos morts. Ça, c'est important. Et c'est cool, on est en famille, on fait un moment bien. C'est un jour très important quand même, il n'y a pas que pour moi, pour tout le peuple français et monégasque. Donc ça me fait plaisir d'être là. Pour nous, c'est important de commémorer quand même l'histoire, puis pour transmettre aux jeunes générations. La liberté, ça n'a pas de prix. Ça a été conquis avec un tas de vies. Donc il faut se souvenir de tous ceux qui ont laissé leur vie pour qu'on puisse avoir, nous, aujourd'hui, cette liberté. Toujours sur le Rocher, devant le palais, pour la plus grande joie des touristes, cette reproduction de la Libération a animé la place juste avant la relève de la garde. Ils ont là aussi dansé, chanté, il y a même eu une distribution de chocolat, comme cela s'est produit le 3 septembre 1944. Des commémorations 81 ans après. Nous sommes au XXIe siècle, alors qu'en ce moment, en Europe, la guerre est à nos portes, dans la région du Donbass, depuis environ 3 ans et demi. Ces habitants-là attendent certainement, eux aussi, la fin de la guerre. Et ce mercredi, c'est jour de rentrée médiatique pour le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, Jean-Philippe Vinci, qui est venu nous rejoindre il y a quelques instants sur notre plateau. Entretien. Bonsoir Jean-Philippe Vinci. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir parce que la rentrée approche, c'est lundi bien sûr. Tout est prêt en principauté ? Tout est prêt. Tout est prêt. Même les changements provisoires, évidemment, les travaux avec le lycée. Ça, oui, ça a été un gros travail de tout déménager. Donc le lycée Albert Ier part à l'Annonciade. Et donc ça a été réalisé pendant l'été avec les équipes qu'on remercie. Et tout a été remis à neuf surtout. Ça, c'est important. C'est un service très exposé, vous le savez, pour nos enfants, parce qu'on y tient, ces enfants, c'est l'éducation même. Hein. Et on a l'impression qu'on est de plus en plus proche aujourd'hui, notamment dans votre direction, entre les professeurs et les enfants. On se rapproche un petit peu, on apprend différemment aujourd'hui. Oui, on apprend différemment et surtout, nous, on a écouté ce que les jeunes avaient à dire. Monsieur le conseiller a essayé de remettre en action la commission consultative jeune. C'était très important pour nous. Donc c'est 2 élèves ou 2 jeunes de chaque association qui se réunissent pour échanger.
Et c'est eux-mêmes qui nous ont parlé de l'enseignement, de la santé mentale, donc c'est important pour nous d'écouter les jeunes aussi. Ouais, ce sont des sujets d'aujourd'hui en tout cas, quand on parle de C'est des santé sujets mentale. d'aujourd'hui, tout à fait. Et ça passe par ce fameux, on va tout de suite attaquer le sujet qui fait causer, qui fait parler, ce fameux no phone, parce qu'on a pensé à une pause numérique à un moment. Aujourd'hui, c'est no phone, vous l'avez ici, c'est ce que vont découvrir les élèves lundi matin en arrivant. Chaque élève, donc du CM2 jusqu'au lycée, aura cette pochette qui est donnée par l'État. Lorsqu'il rentre dans l'établissement, il met son téléphone dans la pochette qui se verrouille magnétiquement. Et durant le temps donc, dans l'établissement, il n'a pas accès à son téléphone. Pas du tout. Non, pas du tout. Et quand il sort, il déverrouille la pochette avec une petite borne magnétique. Ce qui est important, c'est de comprendre l'objectif, ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas de la répression, on pourrait punir plus sévèrement, etc. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de faire comprendre que ça rentre dans ce cadre dont vous parliez, c'est-à-dire la santé mentale, le bien-être à l'école. On ne lutte pas contre les écrans, on lutte contre l'addiction. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas du tout la même chose. On fait en même temps nos phones et en même temps des formations sur l'IA. Ce n'est pas contradictoire. Je n'ai rien contre le numérique. En revanche, je suis très soucieux des algorithmes prédateurs, de la tétine numérique, de cette envie répressive de sortir tout le temps le portable. Et surtout, on vise des effets qui sont très importants, à savoir l'isolement. On sait qu'aujourd'hui, le portable, ça isole les jeunes, que ça les rend anxieux. Il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens. Donc on lutte contre ça. On lutte aussi contre le harcèlement à l'intérieur des établissements, très très important, contre les photos, les vidéos. Et surtout, et c'est un de mes buts pédagogiques, c'est on retrouve une attention en cours. On apprend bien quand on est bien à l'école, c'est bien ça? Voilà, c'est un peu mon idée, c'est que pour bien apprendre, il faut se sentir bien à l'école. Et ça passe par un tas de mesures. On a parlé des établissements importants, les locaux, la prise en charge, les adultes. Donc il y a un tas de dispositifs où l'élève doit se sentir accompagné, soutenu et écouté. Ça va jusqu'à une nouvelle cantine aujourd'hui, un nouveau prestataire en tout cas pour la cantine. Voilà, il y a un nouveau prestataire, on a écouté là aussi ce que disaient les familles, donc on tente autre chose, on va voir. Dans les nouveautés, il y a le code vestimentaire à Monaco? Alors là, c'est pas pour la rentrée, pas tout de suite, mais Oui. c'est une idée qui a depuis longtemps, qui a fait son chemin. C'est une tenue standard pour les collégiens, le haut, la couleur reste encore sous embargo. Ça sera donc vers Noël. On voulait vraiment de la qualité, donc on a pris le temps. On ne voulait pas le faire à la rentrée pour le faire. Oui. On veut de la qualité, on veut que ce soit beau, on veut que ça rivalise avec d'autres uniformes présents en principauté. Donc on prend le temps, mais là aussi l'idée, ce n'est pas une nostalgie du passé, c'est l'idée d'appartenance. La fierté d'appartenir à un groupe, la responsabilité. Je suis intimement persuadé qu'on ne se comporte pas de la même manière quand on est en t-shirt et quand on a le logo de son établissement. C'est pour ça que le prince souverain veut aussi qu'on apprenne encore plus de l'histoire de Monaco? Alors on le fait, on a un manuel qui sort là jusqu'en CM2. Nos enseignants ont fait eux-mêmes des manuels, c'est absolument remarquable. Donc ça on continue, c'est vraiment notre ADN, c'est important. On s'intéresse aux fondamentaux, on parle des mathématiques aussi, on n'oublie pas l'univers musical et sportif. Qu'est-ce qui change en mathématiques? Est une discipline, on est toujours un petit peu en retrait pour beaucoup, d'entre nous en tout cas. Je me compte dedans. Alors vous savez qu'il y a des réformes françaises que nous sommes obligés, tenus de suivre, dans le primaire. On fera des choses plus difficiles plus tôt. Dans le secondaire, tous les élèves vont découvrir qu'il y a une épreuve anticipée de mathématiques, comme il y avait l'épreuve anticipée de français. Donc ça, c'est un vrai changement pour eux. Grand changement, oui. Grand changement, mais nécessaire, je pense, pour le niveau. Moi, j'ai même souhaité aller plus loin. Donc pour les élèves, pour les meilleurs élèves, on a des heures pour les élèves volontaires pour les préparer au concours. Concours général, les Olympiades. C'est vraiment pour entraîner les bons élèves qui voudraient aller en prépa. Donc on va augmenter un peu le niveau pour ceux qui le veulent. Vous, votre grande idée en tant que philosophe, j'allais dire agrégé de philosophie, c'est le mode thermostatique. Vous allez pouvoir nous l'expliquer ce soir. On prend son petit bouton, on met plus chaud, plus froid. On met plus chaud sur quoi? Sur résister pour mieux apprendre, par exemple? Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors le thermostat, c'est se laisser le recul nécessaire, ne pas suivre aveuglément. Vous voyez, sur nos phones, ça pourrait être un gadget. On s'est appuyé sur des études internationales, sur des rapports des médecins, sur le rapport qui a été remis à M. Macron l'année dernière. Et on fait pas, voilà, c'est-à-dire on prend le recul nécessaire pour savoir quand c'est nocif, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc le thermostat, c'est ça, c'est ne pas suivre absolument pour suivre, se donner, parce qu'on est des pédagogues, donc on a une responsabilité à long terme, c'est se donner les moyens d'adapter. On doit suivre la société, c'est certain. Les élèves doivent avoir une profession, voire une vocation, mais aussi, à un moment donné, dire ça, non, on ne suit pas aveuglément et il faut mettre des limites.
éduquer et protéger, c'est aussi... Protéger, c'est ça, bien-être, c'est protéger les élèves. Et l'école, avec ses dispositifs, doit être un lieu de protéger et de décélération. Il y a un temps de l'apprentissage qui est un temps particulier. Vous ne pouvez pas scroller ou swiper un prof. Il faut du temps pour apprendre. Soutenir aussi peut-être notre réussite, notre ambition quand on est jeune, c'est important. Il y a les bourses, il y a les voyages éducatifs, comme des rencontres intéressantes avec des auteurs. J'ai lu que David Funkinos allait venir, l'auteur de... Voilà, alors on continue parce que je trouve que c'est essentiel. Tout ce qui est, j'allais dire, culturel au sens large. On a effectivement donc, David Funkinos, on a les rencontres philosophiques de Monaco avec lesquelles on travaille toujours. Et là, c'est important, ça rejoint notre conversation juste précédente, on va travailler sur l'estime de soi et sur l'amitié. Ouais. On a un nouveau partenariat avec l'opéra, ça va être magnifique. Donc la musique, ça va commencer dès la maternelle jusqu'à la terminale pour ceux qui veulent. Là aussi, il faut amener les élèves à la culture. On a des partenariats avec les ballets. Donc tout ça, c'est des choses magnifiques. Des voyages, là aussi, en Chine. Vraiment des choses exceptionnelles, mais ça fait vraiment partie de l'éducation, une éducation au sens large. Plaisir d'apprendre, grâce à vous, toutes les nouveautés de cette grande saison qui arrive. Et je vous le remontre encore une fois parce qu'il faudra prendre l'habitude de le mettre en arrivant dedans. C'est une obligation. Et ensuite, vous pourrez l'enlever comme quand dans un magasin, vous savez, vous prenez des objets qui coûtent un peu cher, vous mettez le petit bouton, hop, et ça s'enlève tout seul et vous rentrez chez vous. Et le soir, vous avez le droit aussi à faire une pause. Ça fera plaisir aux parents. Merci Jean-Philippe Vinci. Merci à vous. D'être venu jusqu'à nous ici sur Monaco Info. La grande rentrée, c'est pour lundi. Aujourd'hui, on l'a bien senti quand même, dans plusieurs enseignes monégasques, c'est l'heure du grand rush. Un moment que souvent les enfants attendent et que les parents redoutent aussi. Ce sont les courses de dernière minute, bien sûr. Les cahiers, les crayons, calculatrices, sans oublier le fameux cartable. Nous sommes donc partis à leur rencontre au centre commercial de Fontvieille, où les rayons dédiés s'animent, vous allez le voir, dès l'ouverture. Reportage de Devika Guérenfard et avec Alexa Vial pour les images. Cette année, la rentrée scolaire se prépare un peu comme un marathon, mais ici, au carrefour de Fontvieille, la ligne d'arrivée est la caisse. À moins d'une semaine de la reprise, c'est le moment de vérité. Cartable, 4 couleurs, petits carreaux et agenda. Pour cette enseigne, c'est l'une des périodes les plus chargées de l'année, avec des tendances qui évoluent. En ce moment, c'est le moment où jamais les gens ont fini leurs vacances, les familles sont à Monaco, on se prépare pour la rentrée de lundi. C'est très important et effectivement, on a une fréquentation qui est beaucoup plus importante. Alors cette année, il n'y a pas vraiment de nouveautés, mais par contre des tendances qui sont marquées par les coloris. Donc beaucoup de pastels, ça plaît énormément, des couleurs tendres pour la rentrée. On est à l'opposé du flashy qui prédominait avant. C'est plutôt intéressant et c'est bien parti cette année. Pour affronter les rayons, il n'y a pas de secret, il faut s'armer de patience et de la fameuse liste des fournitures scolaires. Alors que les parents jonglent avec leurs emplois du temps, les élèves, eux, tentent de bien suivre les consignes. Je viens chercher juste les cahiers, les manuels, j'ai déjà tout pris. Après, à Charles III, on a juste besoin de l'ordinateur. Donc il n'y a pas besoin d'en acheter beaucoup plus. Ça fait que du coup, le cartable est moins lourd. J'avais anticipé, j'avais fait les courses il y a quelques mois déjà. En général, dès qu'on a les listes, je m'y mets comme ça, il y a moins de monde. Et là, il manquait des petites choses pour les nouveaux, les professeurs qui ont déjà dit il me faut ci, il me faut ça, plus particulièrement. Donc je viens ce matin avant d'aller travailler. Mes parents l'ont déjà fait au début des vacances, donc j'ai pas besoin de venir faire. Je l'accompagne juste. Alors, avis aux retardataires, il ne vous reste plus qu'une semaine pour remplir le cartable. Passé ce délai, le rayon fourniture migrera au 2e étage du centre commercial. Une chose est sûre, cette année, la rentrée s'annonce bien chargée. Prochaine étape, les premiers bulletins de notes. C'était déjà la rentrée hier pour l'Institut de formation aux professions judiciaires. Son directeur scientifique est avec nous ce soir. Bonsoir Yves Strickler. Bonsoir Monsieur Paco, merci de me recevoir. Ah oui, et puis en plus on est ravis de vous revoir parce que c'était la grande rentrée hier, il a fallu briefer tout le monde, les dirigeants bien sûr, les responsables comme les élèves. Exactement, nous avons d'abord réservé un petit moment d'échange avec nos intervenants, nos conférenciers, qui sont tout de même plus de 200 pour l'ensemble de nos programmes, puisque nous proposons plus de 300 heures de formation dans cet institut de formation monégasque aux professions judiciaires. Et puis ensuite, nous avons rencontré les autorités monégasques et l'ensemble du public, les auditeurs, afin de leur souhaiter une très bonne rentrée 2025-2026. On n'est pas là que pour susciter des vocations, mais quand même surtout à Monaco. Ah, c'est un objectif. Il y a l'objectif de transmettre le droit monégasque et sa connaissance, avec exigence, mais aussi avec passion.
Et puis, il y a le souhait de motiver notamment les jeunes monégasques à embrasser les carrières judiciaires. Donc j'espère que l'Institut y pourvoira. Ça veut dire qu'au bout du bout, on peut estimer passer son barreau, comme on dit dans votre expression et dans votre milieu, ici même en principauté. Exactement, ça a d'ailleurs été la raison de la naissance de l'Institut de formation, c'était préparer les jeunes monégasques à la fois à l'examen d'avocat et au concours de la magistrature. Et c'est après seulement que sont venues les autres initiatives de formation à l'adresse des professionnels qui exercent déjà. Et puis on est allé au-delà des professions judiciaires pour embrasser toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont affaire avec les questions juridiques. Avant de décrypter un peu toutes ces formations avec vous, Yves Strickler aussi, j'aimerais bien qu'on rajoute dans cette filière en se disant que pour les Français, comme pour les Monégasques, peut-être les Italiens ou les étrangers, on rappelle que le droit monégasque est différent, qu'il a ses subtilités, ses spécificités. Ah, bien sûr, le droit monégasque est un droit national avec ses particularités. Et d'ailleurs, tout droit prend naissance et se construit avec l'histoire du pays. Vous évoquiez la France et l'Italie. Le système de concours, d'examen, pour accéder notamment à la profession d'avocat, est très différent. Et c'est pour cela que le jury de l'examen d'avocat qui avait fonctionné pendant des années avait constaté qu'il y avait une difficulté supérieure pour les jeunes monégasques qui voulaient embrasser cette profession parce qu'il n'y avait aucun entraînement, il n'y avait aucune formation. Donc la difficulté était majeure pour eux. Et l'Institut de formation permet de combler ce vide. Institut de formation donc, qui prépare au concours, il y a une certaine certification professionnelle, il y a évidemment l'initiation, on vient de le dire, au droit monégasque, comme la formation, c'est une formation continue quelque part avec tous les professionnels qui vous entourent ? Exactement. Alors nous avons 3 formations qui sont proposées. La première, traditionnelle, c'est à destination de ceux qui se préparent aux examens et concours. La seconde, c'est la certification qui est réservée aux juristes qui ont une compétence et une connaissance de la matière juridique, puisqu'on attend d'eux d'être titulaires d'un diplôme en droit à Bac+5 ou d'avoir 10 ans d'expérience. Et puis, il y a l'initiation au droit monégasque pour les personnes qui, par exemple des assureurs ou des interprètes, qui ont besoin de travailler avec le monde des juristes sans pour autant être des juristes. Et puis, à côté de cela, s'ajoutent des formations continues, effectivement. Et par exemple, nous allons proposer cette année une formation continue en matière d'urbanisme et de droit immobilier, avec en partenariat la Chambre immobilière de Monaco. Nous allons proposer une formation pour les avocats qui le souhaitent, pour qu'ils renforcent leurs compétences pour accompagner des mineurs. Et donc, il y aura une formation avocat de l'enfant. Et là, on est plus dans une logique de formation continue, en effet. On n'oublie pas qu'en plus, l'Institut sert de lieu d'échange, peut-être et de partage quand même. Ah oui, ça fait partie des éléments qui sont clés pour nous. L'Institut est un lieu où l'on se forme, où l'on se prépare, mais c'est aussi un lieu où se crée du lien. Et ça, c'est vraiment très important d'amener les gens, surtout du fait de la proximité qui est propre à la principauté, de travailler ensemble. Et notamment cette année, en 2023-2024 et 2024-2025, nous avons accentué les formations sur tout ce qui concerne la lutte contre le blanchiment. Et l'ensemble des professionnels qui étaient présents aux sessions ont eu l'occasion d'échanger avant et après les cours. Donc c'est une véritable émulation qui se crée. Ah oui, on est complètement dans l'air du temps, on le voit même sur la lutte contre le blanchiment. Ça veut dire qu'il y a des colloques, des manifestations aussi, où on peut avancer, même un caractère scientifique. Exactement. En dehors des formations, nous avons comme autre mission à l'Institut de formation l'organisation de colloques et manifestations scientifiques et nous en proposons très régulièrement. La dernière en date, c'était au mois de décembre sur les sociétés à Monaco qui s'était tenue avec le concours de la Société des Bains de Mer au Bois de Monte-Carlo et nous avions une journée complète de travaux en table ronde, donc organisée en table ronde pour que ce soit plus dynamique à la fois pour les participants et pour les auditeurs. S'ajoute aussi un travail sur les publications parce qu'il est important d'avoir un savoir-faire, mais c'est encore mieux si on le fait savoir. Et donc, nous avons décidé de développer les publications pour mieux faire connaître les spécificités du droit monégasque, parce que c'est un droit qui mérite d'être connu. Et donc, nous avons lancé au début de l'été une revue qui s'appelle Monaco Droit. Et là, il y a quelques semaines, une collection de droit monégasque chez un éditeur français qui est LexisNexis. Et le premier ouvrage qui a été écrit l'a été par 2 anciennes juges qui ont exercé en principauté et qui présentent les institutions judiciaires de la principauté.
On va vous souhaiter une très belle rentrée, en tout cas, Yves Strickler, avec toutes vos équipes, bien sûr, et vos étudiants, à l'Institut monégasque de formation profession judiciaire. Belle rentrée encore, et merci à vous d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous, Monsieur Paco. Et à l'auditorium Régnier 3, en cette rentrée 2025, Fabien Bonilla est allé à la rencontre d'un candidat au barreau qui est passé par l'Institut et une autre étudiante qui vient d'effectuer, elle, sa rentrée à l'IMFPJ. L'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires a fait sa rentrée ce mardi, en présence notamment du ministre d'État, du président du Conseil national et du directeur du cabinet princier. La rentrée a eu lieu pour la première fois à l'auditorium Régnier 3 pour accueillir près de 200 personnes, dont l'ensemble des conférenciers et auditeurs, les professions judiciaires et juridiques, ainsi que les représentants des institutions monégasques. Parmi ces personnes, Lionel Dick, avocat stagiaire, il a réussi l'examen du barreau en 2024 après l'avoir préparé avec l'Institut de formation. À titre personnel, ce que j'ai pu y retrouver, c'est avant tout un retour, une critique constructive, savoir sur quel point s'améliorer, mais également un soutien tout au long de l'année, parce que le travail de juriste et de candidat à l'examen d'avocat peut s'avérer être parfois un peu solitaire. On peut se retrouver seul face à son code sans savoir dans quelle direction aller, et avoir ce soutien et cet accompagnement tout au long de l'année, c'est avéré extrêmement utile. Si Lionel Dick est déjà passé par cet institut, Camille Gabrielli vient de s'y inscrire pour l'année à venir. J'ai commencé mes études de droit à Lyon 3, dans un master en droit international et européen des affaires. Par un attachement familial, j'ai voulu faire mon stage de fin d'études au sein du département des relations extérieures et de la coopération du gouvernement princier. Et c'est en ce sens que je pense qu'en tant que juriste, il faut absolument connaître les règles de droit du pays dans lequel on travaille. Et étant donné les différences entre le droit français, le droit de l'Union européenne et surtout le droit monégasque, je pense que c'est essentiel de pouvoir me former à ce droit qui est empreint de différence avec le droit français. L'Institut de formation assure aujourd'hui 300 heures annuelles, fait appel à plus de 200 conférenciers, des experts, et comptabilise plus de 1500 inscriptions par an. Il est suivi par plus de 10 000 juristes followers en principauté et à l'étranger. Les sports avec en tennis à New York, la fin du parcours américain d'Hugo Nys, éliminé en double aux côtés de son compère Édouard Roger Vasselin après une rencontre très serrée. Après avoir remporté la première manche, 6-4, ils se sont inclinés en huitième de finale face à la paire anglaise Salisbury-Skupski avec une défaite dans les deux manches suivantes, 7-6 et 6-4. Hugo Nys, notre tout dernier représentant monégasque à l'US Open, va donc retrouver désormais ses coéquipiers de Coupe Davis dès lundi prochain au Monte Carlo Country Club pour préparer au mieux le déplacement à Chypre pour les 13 et 14 septembre prochains dans le groupe 2 avec des rencontres à vivre en direct, bien évidemment sur Monaco Info. La quatrième et avant-dernière étape de Lausanne Race à la voile avec, à Gênes, la victoire de l'équipage transalpin à la maison d'Alagrande Mapei. Dans des vents changeants, voire par moments totalement absents, le Malizia du Yacht Club de Monaco n'a pu faire mieux qu'une 6e place dans cette régate. Dernière manche, le 15 septembre, on partira d'Italie, direction le Monténégro. La Fondation Prince Albert II de Monaco vient de lancer l'édition 2026 de son concours de prix de photographie environnementale. Créé en 2021, le concours récompense des photographes engagés dans la promotion de la conservation et la sensibilisation à la protection de l'environnement. Les 5 grands thèmes retenus pour ce concours, l'océan, les forêts, les régions polaires, humanité contre nature et un regard vers les acteurs du changement. La clôture des inscriptions est fixée au dimanche 2 novembre, avant l'annonce du palmarès mi-avril 2026. Les inscriptions sont en ligne sur le site qui s'affiche juste en dessous de votre écran. Après le plaisir des yeux, celui de nos papilles maintenant, et la rencontre ce soir avec une PME familiale à l'accent italien qui distribue ses produits Made in Italy en France et à Monaco. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Marie-Ève B. C'est une belle histoire qui prend ses racines à Cuneo, dans le Piémont, une entreprise familiale spécialisée dans les produits alimentaires italiens. Made It sélectionne la crème des produits transalpins pour les mettre dans votre assiette, et ce depuis plusieurs décennies. On est frères et sœurs, c'est notre papa qui a créé l'entreprise en 1998. Il est parti de l'Italie. Avec une voiture pleine d'échantillons. Il a commencé à vendre des produits italiens en France. Il s'est installé en Côte d'Azur. Après, petit à petit, l'entreprise a évolué, a grandi et nous avons rejoint Made It en 2009, tous les deux.
Depuis, l'entreprise a grandi tout en gardant son ADN familial. Une vingtaine de personnes travaillent au siège. À Monaco, une équipe de vente sur le terrain est épaulée par une vingtaine d'agences commerciales en France afin de proposer les meilleurs produits aux clients. On est dénicheurs de pépites de la gastronomie italienne, donc l'objectif pour nous est d'apporter une vraie touche d'Italie dans les caddies des Français et des Monégasques aussi. On revend aux enseignes de la grande distribution française et monégasque, donc nos produits peuvent être retrouvés dans les rayons ethniques, donc à côté du Tex-Mex, du chinois et de l'Espagne. Il y a un rayon italien avec nos produits. Elena et Andrea ont aussi créé leur propre marque Ciro, lancée en 2014 avec une gamme d'une 50aine de produits distribués dans 3 points de vente à Monaco et dans plus d'1 millier en France. La production est réalisée en Italie avec une vingtaine de fournisseurs différents et certains produits cartonnent à l'image de la pinza. Une pinza Ciro est vendue toutes les 2 minutes en France. Et avant de découvrir votre météo pour les prochaines heures en compagnie de Christinda Petit-Homel, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour avec les commémorations liées à la libération de Monaco le 3 septembre 1944. Les photos sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain, 19h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Demain à Monaco, attendez-vous à un temps partiellement ensoleillé avec 25 degrés au meilleur moment de la journée et puis un minimum autour de 20 degrés. Nous fêterons aussi Sainte Rosalie, patronne de Palerme. Alors la légende raconte que lors d'une épidémie de peste au XVIIe siècle, ces reliques portées en procession après qu'un chasseur les eût trouvées auraient éradiqué la peste de la ville. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.